passer ça. Et je te cède tout de suite la parole pour introduire le débat. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous pour ce débat. Donc, et merci aux Verts libéraux finalement d'organiser aussi ce moment de débat pour parler de cette loi sur l'électricité qui sera donc soumise au peuple le 9 juin. Grâce à cette base légale, selon le Conseil fédéral, la Suisse pourra produire rapidement et davantage d'électricité selon les énergies renouvelables grâce à l'eau, le soleil, le vent et la biomasse. La sécurité de son approvisionnement s'en trouvera ainsi renforcée, estime le Conseil fédéral. Le Parlement et le Conseil fédéral recommandent d'accepter ce texte qui est soumis à un référendum qui a été lancé. Les signatures ont abouti et donc on va voter le 9 juin. Et pour débattre ce soir, on a deux personnes qui soutiennent ce texte, deux membres du Conseil national, Sidney Camerzin, Conseil national Le Centre, Valaisan, bonsoir. Bonsoir. Madame Céline Weber, Conseil national Vert libéral Canton de Vaud, bonsoir, merci d'avoir fait le déplacement. Blaise Mély, député valaisan UDC. Vous êtes contre ce texte, ainsi que Anna Zanger, membre de la direction de la Fondation Franz Weber. Je vais peut-être commencer avec vous. Finalement, je vais prendre le micro et vous le passer. On a vu que beaucoup d'associations environnementales soutiennent ce texte, le WWF, BurnLife, ProNatura. Pourquoi vous, votre fondation, est dans le camp des opposants? Alors, notre fondation, ça fonctionne ou pas? Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Notre fondation est contre ce texte parce qu'on estime que le compromis qui a été trouvé à Berne, notamment auquel les organisations environnementales dont on fait pas partie ont participé, sacrifie la nature pour produire de l'énergie avec des énergies renouvelables. Donc ce sacrifice, nous, on n'est pas prêts à le faire. On n'a pas participé aux discussions au Parlement, donc on n'est pas lié par les discussions et le compromis final. Et finalement, ça s'est révélé comme une évidence pour nous qu'il fallait agir parce qu'on allait laisser faire quelque chose qui était trop grave pour la nature. Et vous dites que les autres organisations sont de mèche donc au Parlement pour être arrivées à ce compromis? Elles ont participé aux discussions au Parlement fédéral, elles ont participé à ce fameux compromis entre les différents partis et du coup les organisations. Et nous, on n'a pas participé à ça, donc on n'est pas liés par ce compromis. Blaise Mély aussi à l'UDC, beaucoup d'élus de votre camp ont soutenu ce texte au Parlement, le Conseil national Jean-Luc Ador aussi, avant finalement de se retrouver dans le camp des opposants. Ce texte est porté par votre ministre UDC Albert Rochety, ou pourquoi finalement à l'UDC on est contre ce texte? Bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Cette loi, elle a été rédigée à un moment particulier où il y avait l'angoisse de manquer d'électricité, la peur du blackout. Et on s'est résolu à accepter des choses qui étaient en fait inacceptables. Et avec le recul, l'UDC Valais, mais aussi la majorité de l'UDC suisse, et par exemple M. Jean-Luc Ador qui a changé d'avis, et la majorité du groupe qui a changé d'avis, s'est rendu compte qu'en fait c'était pas possible. Donc d'une part ça n'apportait pas des solutions à la désastreuse stratégie énergétique 2050, parce que la description que vous avez donnée, c'est difficile d'être contre cette description. On veut produire avec l'air, le vent, le soleil. Mais d'une part, ça n'apporte pas de solution parce qu'on va mettre l'énergie intermittente pour remplacer l'énergie de ruban, c'est-à-dire on a un problème temporel. Et puis, on sort du nucléaire qui produit un tiers de l'énergie en Suisse. Donc là, on se rend compte qu'on n'a pas de solution et on voit le mur au fond de la route, on est dans une impasse, mais on décide d'accélérer. Et on décide d'accélérer en mettant les panneaux solaires dans la nature, les éoliennes dans la nature. Et parce qu'il y a une réticence de la population, par exemple les éoliennes sont majoritairement refusées en votation populaire, et on décide de simplifier, d'accélérer, plutôt d'avoir des procédures qui peuvent, le cas échéant, éviter les référendums, éviter à la population locale de marquer son opposition à ces projets qui ne nous semblent pas proportionnels. On va revenir dans le détail sur tout ce que vous avez déjà évoqué. Sidney Camerzin, vous parlez de ce texte comme le texte de la législature. Pourquoi? Voilà, bonsoir à tous. La situation de base, on la connaît depuis quelques années. C'est un risque de pénurie, surtout en hiver, entre janvier et mars, où on est autonome pendant à peu près 8 jours en Suisse. Donc la réserve qu'on peut accumuler dans les barrages, ça nous permet de tenir à peu près une semaine. Si vraiment catastrophe, on est
isolé du réseau international. Il y avait en plus des risques, puisque comme vous le savez, l'accord énergétique avec l'Europe, on ne l'a pas. Les pays européens ont privilégié les membres de l'Union et de la communauté par rapport à la Suisse, donc on doit quand même tabler avec ce risque. Et là, l'objectif stratégique de cette loi, c'est de passer de 7 jours d'autonomie à entre 21 et 28 jours. Ça veut dire de tripler ou quadrupler l'autonomie suisse pendant ces mois de mi-janvier à peu près jusqu'à fin mars, plus ou moins. On n'arrivera pas tout à fait, mais disons que c'est un premier pas pour essayer d'avoir cette autonomie qui nous manque. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait comme parlementaire sur la table comme option? Bon, la première, je me tourne à ma droite, c'est l'UDC qui nous dit la solution, et la seule, c'est le nucléaire. C'est ce qu'on entend, c'est ce que j'entends depuis que j'ai été élu en 2019. La solution, c'est le nucléaire, c'est ce qui va sauver la Suisse et la politique énergétique mondiale. Deux constats, à l'hiver le plus problématique qu'on a eu, pas l'hiver passé, mais le précédent, 21-22, 22-23, pardon, eh bien la moitié des centrales nucléaires françaises étaient à l'arrêt pour des problèmes de défectuosité. On voit que c'est une technologie fiable. On a un parc nucléaire relativement réduit en Suisse, qu'on gère bien. La France, ils ont des technologies plus pointues. Il y a Flamanville, qui n'est pas un réacteur de dernière génération, qui n'est pas au point. Et il y a d'autres réacteurs avec le parc nucléaire qui était à l'arrêt à ce moment-là. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc, le nucléaire... C'est un regret d'être sorti ce nucléaire, ça avait été porté par votre conseillère fédérale, ex-conseillère fédérale Doris Leuthard. Aujourd'hui, c'est pas un regret, on se mord pas les doigts. Tout d'abord, c'était une décision démocratique. Je crois qu'il faut respecter. J'entends l'UDC depuis 6 mois hurler contre la stratégie Blaise Mely vient de faire énergétique 2050, mais je crois qu'il faut respecter la décision du peuple suisse qui a voté sur ça. Il y avait un contexte où on avait des accidents, on avait en tout cas une catastrophe qui s'était passée, et on voulait quand même se départir du nucléaire aussi pour des questions d'autonomie. Entre autres, il n'y avait pas que ça dans la stratégie énergétique 2050, il y avait aussi la promotion des énergies renouvelables, la volonté d'autonomie, mais on ne s'était pas retrouvé comme avec la situation qui s'est passée en Ukraine, comme avec, par rapport au gaz russe, comme avec le parc nucléaire français qui était à l'arrêt. On a eu de la chance d'avoir un hiver relativement doux. On a eu la chance d'avoir des barrages qui étaient pleins au bon moment, ce qui nous a permis de traverser cette période-là. Mais le nucléaire, c'est aussi une stratégie risquée. Et de toute façon, le nucléaire, c'est dans 25 ou 30 ans. C'est pas la solution. Quand j'entends, oui, c'est la solution, le nucléaire, si on met aujourd'hui un concept en préparation, imaginez, le parc éolien de Sainte-Croix, c'était 25 ans. Du début jusqu'à la fin, 25 ans. Imaginez une centrale nucléaire, 25 ans, c'est encore optimiste. Pour moi, c'est presque 30 ans. Donc vous dites aux Suisses, le nucléaire, oui, mais vous aurez une solution en 2050, en 2055. Ça, c'est la première variante. La deuxième, je veux juste continuer, parce que là, je me tourne aussi à ma droite, c'est la décroissance, c'est ne rien faire. Espérer qu'on va se toucher à plusieurs, espérer qu'on va pouvoir réduire chacun par des efforts en n'ayant pas en se privant de la majorité des choses. Si les Verts, pour reprendre ce qu'a dit la représentante de la Fondation Franz Weber, eh bien, les Verts sont pour ce projet à l'air. Les Verts sont pour ce projet. Alors, je peux vous dire que si Christophe Kiva, Delphine Klopfenstein-Brogini, Lisa Mazon sont pour ce projet, alors c'est qu'il est conforme en tout cas aux préoccupations de ceux qui ont comme premier intérêt la défense de l'environnement. On va peut-être juste laisser Céline Lebert peut-être. Juste pour terminer là-dessus, et la troisième option, eh bien c'est celle qu'on propose, c'est de profiter de notre patrimoine solaire, éolien et surtout hydraulique, c'est ça le pilier de cette loi, pour essayer d'être autonome, pour essayer d'avoir une maîtrise des coûts et traverser et essayer d'avoir justement cette sécurité de l'approvisionnement qui nous manque aujourd'hui. Merci. Céline Lebert, il y a l'urgence qui a été décrite par Sénéca Bersin, qui semble un peu moins être d'accord du côté de Blaise Mely. Il y a cette urgence, selon vous, d'avoir cette loi-là pour l'approvisionnement de la Suisse? On peut l'appeler urgence ou pas, ça dépend quel est l'horizon temporel que vous donnez à l'urgence. Mais ce qui est sûr, et là où je rejoins totalement M. Camerzin, c'est que gouverner, c'est prévoir. Et si on ne fait rien aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue il y a à peu près 2 ans, où effectivement, on a un risque de se retrouver sans électricité à un moment donné, parce que
Je vous rappelle que nos relations avec l'Union européenne ne sont pas au beau fixe, et donc compter systématiquement sur l'Union européenne pour venir nous sauver, ça va des fois être un petit peu compliqué. Après, quand j'entends de la part de M. Melli dire qu'il y a eu une peur du blackout et que donc on a vite ficelé un mauvais compromis. Quand vous arrivez à mettre ProNatura et l'UDC d'accord entre eux, c'est pas que c'est un mauvais compromis, c'est qu'au contraire, il y a eu beaucoup de travail derrière. J'aimerais quand même rappeler que le Conseil fédéral a déposé un premier projet de loi en 2021, après de nombreuses années de travail, parce que les premières motions initiatives parlementaires qu'on menait à cette loi, elles datent pas de 2021. Donc en 2021, le Conseil fédéral est venu avec un projet. Le projet a été concrétisé en 2022 par l'entier du Parlement. Alors les politiciens s'en souviennent bien, en 2022, il y a eu les élections. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe en année électorale? Tous les partis sont contents de montrer qu'ils détiennent la solution, qu'ils détiennent le miracle pour la Suisse. Et ça s'est fait, on l'a vu dans tous les débats, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les caisses maladies, le pouvoir d'achat, j'en passe et des meilleurs. Il y a un débat qui a fait l'unanimité, alors qu'on était en année électorale, c'est l'énergie. Alors qu'on aurait pu, entre guillemets, se taper dessus aussi. Et c'est bien la preuve que le politique a pris conscience de l'importance du sujet pour trouver une solution qui puisse avoir qui soit le compromis le plus large possible, qui puisse fédérer un maximum de personnes. Donc, quand j'entends maintenant que ça a été fait, vite fait, sous la peur du blackout, je trouve quand même que c'est un peu manqué de respect vis-à-vis des politiciens qui ont travaillé là-dessus. Après, on parle d'abîmer les Alpes. Alors, on est bien passé pour en parler ici. Dans le canton de Vaud, on a aussi les Alpes. J'aimerais quand même un petit peu relativiser. 80 à 90% de l'électricité qui va être produite, et c'est comme ça que la loi a été conçue, c'est sur les toitures des maisons, les façades, là où il y a déjà des infrastructures. C'est absolument pas dans les Alpes. Et maintenant, on va venir avec, j'ai déjà vu des premières campagnes d'affichage, avec des affiches où on montre une Suisse recouverte d'éoliennes, comme si on allait mettre 6000 éoliennes en Suisse, alors qu'on estime que c'est à tout casser quelques centaines. Juste pour mémoire, l'Autriche, on a 1400 ou 1700, ils n'ont pas de problème de biodiversité, ils n'ont pas de problème de tourisme. Quant au solaire alpin, 2/3 des projets qui ont été mis en votation ont eu la faveur du peuple. C'est-à-dire que c'est une volonté populaire. Il n'y a qu'un tiers des projets qui, effectivement, n'a pas eu l'aval du peuple. Et dans ce cas, on le respecte. Et cette loi, contrairement à ce qui est dit très souvent aussi, respecte la volonté populaire. Les votations populaires vont pouvoir... Le Conseil fédéral peut décider s'il y a un intérêt national de passer outre cette volonté populaire. Non, absolument pas. Il peut décider ce qui est d'un intérêt national, mais il ne peut pas, ça a été dit plusieurs fois par Albert Rochety, et il l'a dit très clairement, les gens qui prétendent qu'on ne peut pas faire une votation populaire sur un projet sont des menteurs. Ce n'est pas de moi, c'est d'Albert Rochety. C'était une de vos craintes, Blaise Melli, vous avez le micro de ce côté-là, c'était une de vos craintes justement, cette question-là du Conseil fédéral qui peut, en cas d'intérêt national, décider finalement d'alléger les procédures. Mais absolument, enfin, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 13 alinéa 3. Et puis, on dit que Weber, pardon, parce que Fondation Weber, Madame Weber, c'est pas la même chose ce soir. Madame Weber dit que ça sera sur les toits des maisons sur le bâti, mais pour ça, il n'y a pas besoin de cette loi. Cette loi, elle est là justement pour aller dans la nature, pour accélérer les procédures de ce genre d'installation-là, pour, y compris même des paysages d'intérêt national qui possiblement peuvent être affectés. Donc, cette loi, elle est là pour ça. C'est dire qu'on a besoin de cette loi pour mettre des panneaux solaires sur les toits, c'est pas vrai, ça se fait déjà. Et puis, il y aura le problème aussi de la production en hiver. Par rapport Qu'est-ce que vous craignez, les éoliennes et les parcs solaires alpins? Exactement. Donc, bon, c'est un compromis. Il y a 26 pages d'articles dans le livret du Conseil fédéral. C'est pas très transparent, donc c'est compliqué. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Les éléments positifs, peut-être d'abord, c'est l'hydraulique. Personnellement, et par exemple, l'UDC Valais soutient complètement le volet hydraulique. C'est le résultat de la table ronde, les 15 projets. Mais maintenant, à côté, ça va représenter une production de 2 TWh. Et à côté, on veut produire en 10 ans 30 TWh supplémentaires avec le solaire et l'éolien. C'est les objectifs marqués. Donc, on a une proportion de 1 à 15. Donc, cette loi, elle est là avant tout pour aller avoir des parcs solaires alpins et des éoliennes. C'est pour ça, la plupart des articles concernent les gros projets
Et la motivation de cette loi, c'est ça va trop doucement, on ne peut rien faire parce que les organisations de protection de l'environnement, elles s'opposent au projet, donc on veut pouvoir aller outre. Et c'est pour ça qu'on a ce projet de loi, cette révision. Enfin bon, on révise 4 lois différentes, je crois, mais c'est un paquet. Céline, vous êtes bien passé en force avec cette loi, c'est le but, c'est ce que nous dit Blaise Méli. Non, c'est absolument tout. D'abord, juste pour revenir sur l'article 13A, l'article 13 alinéa 3, il dit « Si le Conseil fédéral reconnaît qu'une installation est d'intérêt national, il peut en outre décider que les autorisations nécessaires sont octroyées dans le cadre d'une procédure concentrée et abrégée. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez au restaurant, à la place de commander l'entrée, le plat principal et le dessert à mesure, vous commandez tout en une fois et vous recevez tout en une fois. C'est tout ce que ça veut dire. Vous avez toujours le choix de ce que vous voulez manger et la votation populaire, encore une fois, ça a été dit clairement plusieurs fois et c'est dans les procès-verbaux des débats, donc on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Les votations populaires sont respectées. C'est absolument faux de dire le contraire. Après, quand vous dites qu'il n'y a pas besoin de la loi, si c'est seulement pour les 80 à 90% qui sont en toiture, c'est pas vrai, parce que cette électricité, quand on la produit, il va aussi falloir pouvoir l'utiliser intelligemment. Et il y a des pages et des articles entiers dans cette loi qui sont uniquement consacrés à ce que, typiquement, si moi, je produis, par exemple, moi j'ai une maison, j'ai mis plus de panneaux que ce que j'ai strictement besoin. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de la revendre, en l'occurrence, à Remont d'énergie. Si mon voisin veut acheter mon électricité, je ne peux pas. Avec la nouvelle loi, il pourra. Voilà l'intérêt de la loi, c'est la démocratisation des énergies renouvelables. Peut-être pour la Fondation Weber aussi, sur ces questions des parcs solaires alpins, c'est aussi quelque chose qui vous inquiète aussi à la Fondation Franz Weber. Oui, la loi prévoit plusieurs affaiblissements graves de la protection de la nature. La protection de la nature est une volonté populaire depuis des années, des décennies. Le peuple s'est prononcé encore et encore en faveur de la protection de la nature. Et cette fois, on affaiblit largement les bases de protection de la nature. Donc, concernant les parcs solaires, par exemple, on a peur que ce soit dans des biotopes protégés. On a peur que ce soit, et je veux dire, ça risque fortement de l'être vu que ce sera en pleine nature, dans des paysages qui ne sont pas encore construits et dans des paysages protégés par les inventaires fédéraux. Et là, la loi permet de déroger à la protection de principe des inventaires fédéraux des paysages et supprime même la nécessité de compenser des atteintes à la nature dans ces paysages. Donc, ça fait partie de nombreux exemples d'affaiblissement de la protection de la nature. Il y a aussi le défrichement des forêts qui sera facilité. La loi sur l'aménagement du territoire est aussi modifiée pour permettre plus facilement des installations de production d'énergie hors zone à bâtir, ce qui veut dire, notamment sur des terres arables, et ce qui nous semble, outre la protection de la nature stricte, quand même très problématique du point de vue de l'autonomie de la Suisse. Madame Weber a dit 80-90%, ça sera sur le bâti, ça ne vous rassure pas? Non, ça ne me rassure pas parce que déjà ce chiffre n'apparaît absolument pas dans la loi. Il n'y a aucun article qui prévoit ça. La loi contient des objectifs généraux de promotion des énergies renouvelables, de promotion de la réduction de la consommation. C'est des objectifs généraux avec aucune mesure de mise en œuvre. Donc il n'y a pas ce chiffre de 80 à 90%, il n'existe pas. Ce qui me rassurerait, et c'est effectivement qu'il y ait une priorité absolue donnée à la production d'énergie sur les bâtiments, les infrastructures existantes. Parce que c'est ça qu'on dit. Nous, on dit la nature devrait rester protégée. En tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est autoriser à ce stade des atteintes à la nature. Ce qu'il faut faire à ce stade, c'est utiliser tout le bâti existant, le bâti qu'on est en train de faire, et ensuite, dans un second temps, si on doit vraiment, on réfléchira une fois qu'on aura utilisé tout le potentiel qu'on peut sur les infrastructures existantes. Et ça, c'est faux de dire qu'avec l'utilisation du potentiel existant, on ne peut pas couvrir nos besoins en énergie. Même actuellement, si on utilisait juste les toits et les façades qui sont disponibles et appropriées pour les panneaux solaires, on couvrirait 110% de notre consommation d'énergie annuelle. Si on utilise aussi les autres infrastructures comme les routes ou les parkings, ce pourcentage augmente encore. Et même par rapport à la consommation en 2050, on est couvert. Donc nous on dit qu'il faut d'abord utiliser les infrastructures existantes et ensuite on réfléchira si on n'a vraiment pas le choix.
Mais je veux dire, ce que j'ai entendu là ce soir et ce que j'essaie de répéter, c'est que souvent cette loi et le compromis qui a été fait au Parlement, elle oppose la protection du climat et la protection de la biodiversité. Alors que l'un ne va pas sans l'autre. Si on détruit la biodiversité, on n'a aucune chance de lutter contre les réchauffements climatiques et vice-versa. Sinéad Kamerza, là-dessus, sur les biotopes, finalement, la question du bâti au lieu d'aller dans les biotopes. Bon, j'entends le solaire, c'est un argument qui revient souvent, mais le solaire, on ne peut malheureusement pas produire en hiver. C'est ça, c'est que c'est une capacité de 30% par rapport à ce qu'on peut produire le restant de l'année, c'est que 30% malheureusement, comme vous le savez, c'est une capacité réduite. D'où l'intérêt de l'hydraulique, vous l'avez dit aussi, c'est de produire et d'avoir du stockage. L'hydraulique, ça permet de stocker. Je crois qu'il ne faut pas dévier le débat. Le pilier de cette loi, c'est l'hydraulique. C'est 6 TWh essentiels en hiver, dont 2 tout le temps disponibles. 2 TWh tout le temps disponibles dans ces mois d'hiver où on est en risque de pénurie. C'est ça le but de cette loi. Et d'éviter d'être dépendant de l'étranger. Là, le but de la loi, c'est ça. Donc il ne faut pas perdre sa vue, c'est de l'énergie tout le temps disponible. Et je fais juste une petite parenthèse pour le Valais, c'est une chance extraordinaire. Moi, je peux comprendre que personne qui parle les uns s'oppose à cette loi, mais en Valais, les contributions d'investissement, 2 milliards. 2 milliards, on ne parle pas d'aspect seulement économique ici, mais disons, c'est des montants conséquents qui vont venir pour nos entreprises aussi, pour notre PME. La redevance hydraulique, 150 millions aujourd'hui, 60% l'État, 40% les communes, qui est de 150 millions à peu près, qui va augmenter aussi. Et troisièmement, la maîtrise des coûts, en ayant, et j'étais député quand on a accepté la nouvelle loi cantonale sur les forces hydrauliques, eh bien, la maîtrise de l'outil de production, dont on va encore augmenter la capacité, eh bien, c'est aussi la maîtrise des coûts au final pour le consommateur. Donc, l'hydraulique, c'est le pilier de cette loi. Là, c'est vraiment l'essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ça, le point numéro 1. L'éolien. Il y a le risque, Sinéad Kamerza, quand même, sur l'éolien, sur l'atteinte à la biodiversité, au-delà de parler de l'hydraulique. Non mais enfin, ça fait 30 ans qu'on ne construit plus rien en Suisse, à part le pompage-turbinage qui est particulier. Ça fait 30 ans. Vous mettez 25 ans pour construire un parc éolien, parce qu'il y a des sauterelles, parce qu'il y a des mouches dans les alpages du Haut-Valais, ou en Anivier, ou je ne sais où. Donc, enfin, on peut donner une petite priorisation à la production d'énergie renouvelable qui va aussi aider le climat, qui va aussi aider la biodiversité. C'est pas en important du gaz et du pétrole et du nucléaire français que vous allez participer à la lutte pour le climat que vous défendez à longueur d'année ou à l'autonomie énergétique. Enfin, on donne un petit, et moi je me suis battu pour ça et je trouve que la loi va pas assez loin pour ça. Je me suis battu pour dire, on ne peut pas d'un côté militer pour le climat, militer pour les espèces de ceci, cela, et puis d'un autre côté dire on importe tout de l'étranger, on fait rien et on s'oppose à tous les projets en Suisse, notamment hydrauliques, notamment solaires. Parce que ce qui se passe, vous défendez le solaire, mais moi je le vois comme avocat. Qui s'oppose dans les copropriétés? Vous avez toujours un copropriétaire qui ne veut pas équiper le toit, et c'est à l'unanimité, comme vous le savez. Qui s'oppose au solaire sur les monuments historiques, sur les ensembles de valeurs dans certains quartiers? C'est les organisations de protection de l'environnement. Et qui s'oppose à tous les projets depuis 30 ans en Suisse? Depuis 30 ans, c'est les organisations de protection de l'environnement. Ceux-là même qui sont en partie, WWF, ProNatura, Greenpeace, dans ce projet-là, avec nous. Incroyable. J'aurais jamais pensé vivre ça une fois. Moi qui défends la loi, je peux vous dire que la Fondation Weber en Valais, suite à la loi sur les résidences secondaires, c'est quand même un passé, un lourd passif, on dira. Et là, de me retrouver avec WWF et ProNatura du même coup contre la Fondation Weber, mais disons avec eux aussi dans ce combat-là, après la LAT, après la loi Weber, etc., et ben c'est vraiment une petite révolution. Donc l'hydraulique, c'est juste pour terminer, la priorisation des intérêts, c'est un élément clé, et heureusement qu'on arrive à mettre ce petit curseur un petit peu plus sur la protection d'énergie renouvelable. Et je finirai par ça au niveau de la procédure, parce que là c'est vraiment un point essentiel. On veut nous faire croire qu'on va tapisser les montagnes de panneaux solaires, c'est totalement faux. Je rassure l'Aniviard qui est autour de la table, la vallée d'Aniviard a voté, votation communale. La vallée Hérémence a voté aussi, plus de 90%, votation communale. Orsières aussi a refusé. Bon, je crois que c'est le dernier point. Ça fait 10 minutes que tu parles. Voilà. Non, juste pour terminer. Non, mais... Au niveau de la procédure, Ça va pas tout à fait on aura comme ça, l'occasion de parler, Blaise, il n'y a pas de souci. Au niveau de la procédure, pour vous dire, les votations populaires sont préservées.
au niveau des communes, au niveau du canton. Et deuxièmement, au niveau des voies de recours, c'est entièrement préservé aussi jusqu'au tribunal fédéral. Comme l'a dit Céline Weber, il y aura quelques petits aménagements procéduraux, mais les voies de recours sont totalement maintenues. Il y a juste cette priorisation en biodiversité, paysage et énergie renouvelable, ce curseur qui est mis sur la production d'énergie renouvelable. Oui, alors tu as répété plein de fois, et c'est pas pour ça que c'est vrai, que l'accent c'est sur l'hydraulique. L'hydraulique c'est 2 Tera. C'est 2 Tera en plus, c'est une augmentation de 5% de la production. Je la souhaite. Non, c'est 2 Tera. J'ai contrôlé aujourd'hui, parce que Nantermo il m'a dit la même chose que toi, j'ai contrôlé aujourd'hui, c'est 2 Tera. Il y a le résultat de la table ronde, il y a les 15 projets, il y a pour chaque projet, il y a 2 Tera. Voilà. Et par contre, on veut 30 Tera en plus. Donc, il y aura les 2 Tera pour l'hydraulique et les 30 Tera qui viendront de l'éolien, du solaire. Tu as pris l'exemple d'Anivier, accepté en assemblée primaire, lorsque les gens doivent lever la main et refuser dans le secret de l'urne. Quand ils ont voté sur la votation cantonale, le peuple valaisan, il a clairement refusé ça. Il a clairement refusé de sacrifier les montagnes. Alors, en tant que valaisan, s'il y a un aspect que j'aimerais bien, que je trouve intéressant, qui est l'hydraulique, pourquoi? Parce que l'énergie hydraulique, elle est de la meilleure qualité qui soit. C'est-à-dire pas de CO2 et surtout pilotable, ce qui n'est pas le cas du solaire et de l'éolien, eh ben, je refuse de sacrifier les paysages pour mettre du solaire et des éoliennes. Ensuite, il y a constamment la contradiction entre on veut simplifier les procédures, mais ça ne va rien changer, toutes les garanties sont là. Donc il faut choisir, on ne peut pas dire en même temps qu'on ne change rien, mais ça va aller vite et on va pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Blaise Méli, est-ce qu'il faut jeter, finalement, on dit souvent l'eau du bain avec le bébé, l'hydraulique finalement. On dit plutôt l'inverse. Pardon, justement, tout jeter dans cette loi alors que l'hydraulique finalement vous convient. Voilà, c'est tout à fait la question quand il y a un compromis. Je suis convaincu que le résultat de la table ronde il sera sauvé, que la loi passe ou qu'elle ne passe pas. Mais ensuite, on doit faire la balance, effectivement. Mais je pense que si cette loi elle passe, on part pour 15 ans dans cette fausse stratégie, qui est de continuer avec la stratégie énergétique 2050. Et on va dans le mur avec. Donc, le nucléaire, pour une fois, il a dit quelque chose de correct, M. Camerzin, ça va prendre 15 à 25 ans pour construire. C'est pour ça qu'il faut changer aujourd'hui la loi. Il ne faut pas attendre dans 15 ans. Là aussi, je suis d'accord avec Mme Weber, les vrais problèmes, on les a pas vraiment maintenant. On les aura au moment où on fermera les centrales nucléaires. Et on doit être prêt à ce moment-là. Et on ne pourra pas être prêt avec de l'énergie intermittente. Donc, le risque, c'est qu'à ce moment-là, dos au mur, on cherche une solution d'urgence qui pourrait par exemple de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires et là peut-être prendre des risques alors que des centrales nucléaires modernes, il n'y a aucun risque. Cherchez toujours à faire peur. Ce qui est intéressant, par kilowattheure produit, le nucléaire, il y a beaucoup moins de décès que quasiment tous les autres modes de production. Ça semble un peu absurde parce que tout le monde a en tête Tchernobyl. On parle beaucoup de Fukushima. Fukushima, c'est quasiment aucun décès. C'est aucune augmentation des cancers dans la région. Tchernobyl, c'était un grave problème parce que les Russes ont fait n'importe quoi. Mais même si on prend Tchernobyl en compte, il y a moins de décès par kilowattheure dû au nucléaire que même dû au barrage. Il y a des barrages qui ont cédé, des fois il y a eu des accidents, voilà. Donc faire peur avec le nucléaire, c'est ridicule. On va mettre le nucléaire dans absolument, absolument. Il y a eu un amendement déposé par l'UDC. Parce que le nucléaire est interdit en ce moment. Il y a un article de loi qui interdit le nucléaire. Les nouveaux projets nucléaires, pas celles en cours. Et il y a eu un amendement proposé par l'UDC, accepté par le PLR et l'UDC, et malheureusement, il a manqué, par exemple, le centre de M. Camerzin. Là, ça aurait rétabli la balance qui aurait pu rendre acceptable ce compromis. Céline Weber, on ne va pas mettre finalement toutes les énergies possibles dans cette loi, et finalement intégrer le nucléaire. Je vais revenir sur votre question, mais peut-être juste pour préciser, parce qu'on m'a sous-entendu que je disais des chiffres qui étaient faux, par rapport aux 80 à 90%. Non, évidemment, ils ne sont pas dans la loi. Mais ce qui est dans la loi, c'est combien on doit produire en hiver. Et si vous ramenez, si vous comptez cette production hivernale qu'on compte pour le solaire et l'éolien, vous ramenez ça à la production annuelle, parce qu'évidemment ces technologies ne produisent pas qu'en hiver, et que vous divisez par les buts de développement d'énergie renouvelable qui, eux, sont bel et bien dans la loi, on arrive à quelque chose autour de 80-90%. Voilà d'où viennent ces chiffres. Après, quand vous dites qu'on va pouvoir mettre les parcs solaires dans des biotopes, moi, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un ingénieur qui fait son travail. Est-ce que franchement, vous pensez qu'un biotope, c'est l'endroit le plus facile pour mettre des panneaux solaires?
Je peux vous dire que non, en tant qu'ingénieur. Et d'autre part, c'est clairement marqué aussi dans la loi, et ça c'est nouveau par rapport à la loi actuelle. La loi actuelle demande déjà aux cantons de faire des zones dans lesquelles l'éolien est autorisé et dans lesquelles on ne doit pas. Ce que la loi rajoute, c'est les panneaux solaires, enfin le solaire alpin, ou les champs solaires plutôt. Et par contre, ce que la loi a aussi ajouté avec ce mainteneur-là, et c'est nouveau, c'est pas dans la loi qui est actuellement en vigueur, c'est que dans la définition des zones, les cantons doivent tenir compte des intérêts de la protection des paysages et des biotopes, de la conservation des forêts, ainsi que des intérêts de l'agriculture. C'est quand même difficile d'être plus précis que ça. Là, j'avoue que j'ai un petit peu de la peine à comprendre. Après, quand on me dit qu'on fait peur avec le nucléaire, non, on ne fait pas peur avec le nucléaire, mais comme l'a dit M. Cameron très justement, à l'heure actuelle, même si vous planifiez aujourd'hui la centrale, avant 20-30 ans, vous n'avez pas le moindre kilowattheure. Je vous donne un exemple. La France, qui est pourtant reconnue comme étant le pays du nucléaire, Flamanville, le début de la construction, c'était en 2007. Après, ils ont prévu que ça serait en service autour de 2012. Ça a été reporté. Maintenant, on pense que ça sera en 2024. Donc, ils ont déjà pris 10 ans de retard. Il y a les nouvelles générations, les centrales conduites de nouvelle génération. Alors, j'y viendrai. En termes de coûts, parce que je sais que j'ai cru comprendre que c'était aussi quelque chose qui préoccupait l'UDC, les coûts. Flamanville, quand ça a été budgétisé au début, ils étaient à 4 milliards. Aujourd'hui, ils sont au bas mot à 13 milliards et on pense que ça va être plus. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron, il y a 3 semaines, a demandé à la Suisse de participer au coût des futures centrales nucléaires si on veut encore pouvoir importer de l'électricité? Bêtement parce que les coûts des centrales actuelles sont totalement hors de prix et on n'a pas la maîtrise des coûts sur les centrales actuelles. Maintenant, les centrales de nouvelle génération, c'est la 4e génération, Flamanville, dans le langage des ingénieurs, ça s'appelle 3+. La 4e génération qui fonctionne avec le thorium, qui est peut-être moins dangereuse si vraiment, si tant est qu'on essaye de faire peur avec le nucléaire. Les meilleurs pronostics actuellement parlent de centrales qui seraient prêtes, parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore au stade de recherche et développement. En Europe, il n'y a pas encore eu vraiment de pilote digne de ce nom. Et si vous discutez avec les physiciens, ils vous disent si en 2040 on arrive à faire un pilote, c'est qu'on aura déjà été bon. Je viens de visiter une entreprise qui fait ce genre de centrale. Je peux vous dire que même si au niveau des calculs de tout ça, ça marche, il va quand même falloir faire un pilote. Et avant 2040, ils n'y croient pas trop. Donc en 2040, vous avez le pilote. Ça ne veut pas encore dire que vous allez en construire partout, ces centrales au thorium. Donc effectivement, avant 2050, vous n'aurez pas le moindre kilowattheure qui sera produit par une centrale nucléaire. D'abord, il ne faut pas qu'on oublie que le reste du monde, il se tourne vers le nucléaire. C'est-à-dire que maintenant, même cette semaine, l'Italie, qui était sortie du nucléaire en 87... C'est le papier. Oui, tout à fait, mais c'est la première intention, c'est le premier pays qui était sorti du nucléaire. Même l'Italie dit qu'il en a besoin. Et des centrales nucléaires, elles sont construites toutes les années. Aux États-Unis, en Chine, en Finlande, dans plein de pays. Donc, croire que, en fait, on est dans une petite bulle ici avec l'Allemagne et la Suisse qui suit cette stratégie de sortie nucléaire qui est, à mon avis, complètement suicidaire. Et puis après, Macron, juste par rapport à Macron qui exige de l'argent de la Suisse, ben, il sait qu'en suivant cette stratégie, la Suisse sera prisonnière du nucléaire français, comme l'Allemagne. Donc évidemment qu'il va demander de l'argent. Mais évidemment, si on peut demander de l'argent, on va le demander. Ils vont le faire. Mais non, mais pourquoi il l'a fait? Parce que ça a déjà été fait il y a 20-30 ans, quand les Français ont construit leur centrale nucléaire, où effectivement les Axpo Alpic ont mis de l'argent dans ces centrales pour qu'on puisse avoir une certaine garantie d'importation. Maintenant, avec les négociations qu'on a avec l'Union européenne, moi je ne sais pas combien vous voulez encore vous rendre davantage dépendant de la France, moi pas spécialement. Alors attention, non mais dépendance par rapport à la dépendance, oui, tout à fait. Donc cet hiver, on était dépendant moins de 2 mois. Sur l'ensemble de l'année, on produit plus qu'on consomme. Ensuite, la Suisse, elle joue un rôle important, en particulier pour fournir l'électricité à l'Italie, parce qu'elle a sa situation au centre de l'Europe. Je pense qu'il y a une interdépendance. Aussi l'hydraulique pour couvrir la superpointe, la pointe et la superpointe, c'est ce qui est important pour réguler le réseau. Donc, il ne faut pas qu'on se sente... Mais pour revenir avec la stratégie des objectifs 2050, avec l'éolien et le solaire, là on va se rendre dépendant. Parce qu'un jour il fera mauvais où il n'y aura pas de vent, on aura besoin d'énormément d'électricité. Le nucléaire, c'est 1/3 de l'électricité qu'on produit en ce moment. Le nucléaire, c'est pas de CO2, c'est une énergie sûre, une énergie qui est produite y compris les mois d'hiver.
et on va devoir remplacer ça par de l'intermittent. Alors on va se rendre à ce moment-là dépendant des autres pays. Sur la durée de construction d'une centrale, ou même Mais de la ok, génération. en ce moment, la Suisse est quasiment à l'équipe. Elle produit sur l'année, elle produit plus que ce dont elle a besoin. Et en hiver, il y a une période, effectivement, de cet hiver, moins de 2 mois, où on a eu un besoin. Alors il faut continuer à travailler dans le sens du solaire sur le bâti, dans le sens des doTERRA d'hydraulique qui vont beaucoup aider par rapport à ça. Mais le vrai problème, il sera quand on devra fermer les centrales nucléaires existantes, c'est-à-dire dans 20-25 ans. Et justement, si maintenant on change la loi, si on lance gentiment un projet, qu'on arrive dans 25 ans avec des nouvelles centrales qui remplaceront celles qui fermeront, eh ben on aura couvert, on aura la sécurité énergétique sur la durée. Madame Zanger, qu'est-ce que vous proposez du côté de la Fondation Franz Weber, justement, on n'a pas ces grands parcs solaires alpins, ces grandes éoliennes, quelles sont Alors, vos juste pour propositions? une question de durée avant de vous répondre, ce qui est intéressant, c'est la durée de vie d'une éolienne qui est d'à peu près 25 ans. Donc, on est en train de miser tout sur des installations qui ne peuvent pas durer plus de 25 ans. Le nucléaire, vous êtes favorable? Alors, le nucléaire, c'est pas du tout la question. Notre question, c'est pas du tout notre propos. Nous, on est favorable aux énergies renouvelables. Pour nous, le nucléaire n'est pas dans cette catégorie. Donc, c'est pas du tout la raison pour laquelle on combat cette loi, c'est pas pour promouvoir le nucléaire. Mais justement, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous, justement on propose, c'est, comme je le disais, l'utilisation, en premier lieu, des infrastructures existantes pour le solaire. Donc, quand j'entends dire que c'est pas possible de produire de l'énergie solaire en hiver, c'est faux. C'est effectivement 30% de la production en été, mais ces 30%, si on utilise toutes les infrastructures, les toits et les façades disponibles et appropriées, ça revient à 30% de 120 TWh, ce qui est à peu près 36 TWh. 36 TWh, si on y ajoute l'énergie hydraulique qui est actuellement produite, donc je ne parle pas des extensions qui sont voulues dans la loi, qui est d'environ 15 TWh, on arrive largement à couvrir les besoins en hiver d'énergie, même en 2050. Donc ça suffit, il n'y a pas besoin de détruire la nature pour ça. Et puis d'ici là, attendez juste que je finisse, d'ici 2050, quand on aura, c'est le grand argument, c'est de dire, mais en 2050, on aura tellement de consommation d'électricité qu'on n'arrivera pas à y faire face. D'ici 2050, si déjà on utilise ce qu'on a maintenant, sans détruire la nature, on aura d'autres technologies qui seront disponibles. On aura fait des avancées qui permettront d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion du réseau, dans la production d'énergie renouvelable, éolienne, solaire ou d'autres sources. Monsieur Camerzin nous disait avant, souvent sous le bâti, on dit que ce sont les organisations environnementales qui bloquent même sur le bâti. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, il y a des organisations de protection du patrimoine qui s'occupent de la protection du patrimoine. Donc après, il ne faut pas tout mélanger. Quand il y a une opposition qui est faite pour le bâti, c'est pour des bâtiments historiques. C'est quand même pas la majorité des bâtiments. Il y a des immenses zones industrielles qui ne sont pas utilisées. Des immenses bâtiments appartenant à l'État qui ne sont pas utilisés. Récemment, il y a eu un article sur le canton de Vaud où il disait qu'on pouvait couvrir un énorme pourcentage de nos besoins en électricité en utilisant juste les bâtiments publics du canton de Vaud. L'existant, M. Camerzin. Non, mais je crois qu'on se rejoint là-dessus. Moi, je ne suis pas opposé à augmenter c'est un des objectifs de la loi d'augmenter la capacité aussi de production avec le solaire. L'éolien, je suis un peu plus réservé, effectivement. Je pense qu'en Suisse, il y a des endroits, il y a du vent, mais c'est pas comme les pays au Danemark ou autre offshore où on peut vraiment poser dans l'océan, dans la mer, et puis vraiment 24 heures sur 24 produire de l'éolien. Et puis l'hydraulique, on en a parlé. Moi, je crois qu'il y a vraiment là-dessus une volonté d'avancer avec ça, mais je crois que ce débat, il illustre très bien aujourd'hui les choix qu'on a. Le premier, c'est le nucléaire avec une réponse dans 25 ou 30 ans. Moi, je ne suis pas opposé au nucléaire. Je ne suis pas opposé. Ça a voté quoi l'amendement? Non, je t'ai laissé parler, Blaise. Donc, je vais juste terminer une fois mon propos. Merci. Donc, je ne suis pas opposé au nucléaire. C'est pas, si on a aujourd'hui des sites, mais il faudra trouver un site. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut une éolienne, il n'y a personne qui veut un parc solaire alpin, il n'y a personne qui veut à côté de chez lui. On va mettre où le site et on va mettre où les déchets. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dans la durée. Le nucléaire, moi, si on trouve une bonne solution, un bon emplacement dans un délai pas trop long, mais je crois que notre population,
Et nos entreprises et nos 600 000 PME et la grosse industrie de ce pays cherchent aujourd'hui des solutions. Ils veulent aujourd'hui des solutions. Moi, j'habite à Sierre, il y a Novelis, il y a Constellium à côté, il y a des sites énergétiques et des sites industriels dans le Bas-Valais. On avait hier en conférence de presse ici même le représentant de Simon qui était là. Il disait, mais moi, je ne peux pas dire à mes clients et à mes fournisseurs qu'on a un risque de pénurie comme c'était le cas l'hiver 22-23. C'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. On doit aller vers une autonomie énergétique et on a les moyens de le faire. Aujourd'hui, on a plus cette peur du blackout comme on avait il y a peut-être une année ou 2 ans en arrière. Est-ce que du coup, cette loi est encore utile? C'est vrai qu'on a eu des hivers doux, on a pu remplir aussi nos barrages, on a pu trouver des solutions. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce que c'était la solution en Suisse? C'est la centrale, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la centrale de Beer. Une centrale à gaz et à pétrole qu'on peut actionner qui a coûté 500 millions. On a voté, je l'ai voté, parce que c'est ça l'alternative à court terme en Suisse. Et on est allé sur place une fois, ils sont en train de construire des murs immenses à cause du bruit, à cause des nuisances que ça cause. Et demain, si on a ce risque, alors on ne l'a pas eu l'hiver passé, c'est une centrale de réserve, il y en a une peut-être qui est prévue en Valais aussi, il y en a 3 en fait qui sont prévues. Donc c'est des immenses centrales, des immenses usines à gaz, c'est le cas de le dire, avec énormément de nuisances. Et c'est ça aujourd'hui l'alternative. C'est pas le nucléaire dans 30 ans, au mieux, c'est pas d'importer, de rester complètement dépendant, c'est de produire en Suisse de l'électricité avec du gaz et du pétrole. Voilà. Mais reparler maintenant, ce que disait M. Méli, reparler maintenant, remettre dans la loi maintenant le nucléaire, même si ça prend du temps, il faut le faire maintenant. Alors il faut qu'on... Moi je suis pas... Là on était sur un projet de loi sur les énergies renouvelables. Alors le nucléaire effectivement on n'a pas d'émission de CO2, mais on a quand même l'importation de métal étranger, et puis quand même ce risque, il y a les 2 risques que vous connaissez, les déchets et le risque d'accident, on n'est pas là pour pas me le dire sur la muraille. Ça a été voté, il faudra remettre le débat sur le métier, sur la table. Moi je ne suis pas opposé à le faire, je ne suis pas opposé. Il faudra trouver un site pour les déchets, recycler. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui la réutilisation de déchets pour reproduire encore de l'énergie nucléaire. Donc pourquoi pas? Moi je ne suis pas opposé à ça. Mais avant ça, j'aimerais qu'on exploite, on est ici en Valais au cœur des montagnes, qu'on exploite cette capacité hydraulique qu'on a, ces 2 à 3 TWh. On a l'impression que c'est rien du tout quand on entend les opposants. 2 à 3 TWh, on en produit entre 70 à peu près TWh par année en Suisse. C'est quand même plus qu'en 3 et 4, 5% de ce qu'on produit. Et juste au moment où il nous faut, parce que je reste convaincu, même si Mme Zanguer nous dit le contraire, que le solaire et l'éolien ne permettront pas en hiver de combler ce qui nous manque. Donc là, on a vraiment la solution. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a aujourd'hui, vous avez différentes options. Si on ne fait rien, c'est vrai, je rejoins Blaise Méli, on déroule le tapis rouge au nucléaire, il faudra peut-être accélérer ça et miser que là-dessus. Si on ne fait rien, on devra continuer à importer ou à produire nous-mêmes, avec Beer, c'est le meilleur exemple, de l'électricité avec du gaz ou du charbon, en émettant des quantités astronomiques de CO2 et de réserve au cas où d'appoint, ou ce projet-là, avec cette hydraulique qui nous donne ce petit coup de pouce, cet éolien, ce solaire, et ça contribue et à la transition énergétique, à l'autonomie, et je pense que c'est un beau projet. Céline Hubert. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que disait Mme Tanger sur le fait qu'on pouvait tout faire pour l'instant avec le solaire. Il s'est passé quelque chose le 22 avril de cette année, alors probablement que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils faisaient le 22 avril, mais c'est un des premiers jours où il a à nouveau franchement fait froid en Suisse et où on a même eu de la neige jusqu'en plaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les pronostics de production de photovoltaïque, en gros, sont un petit peu cassés la figure. Et si vous regardez les coupes de Swissgrid, on voit que tout d'un coup, on a eu une chute de production au niveau du solaire qui était dramatique et qui a fait que rapidement, Swissgrid a dû intervenir en achetant au prix fort de l'électricité pour compenser le solaire. Et normalement, Swissgrid il paye aux alentours de 70 € le mégawattheure d'électricité. Là, ils ont dû payer 12 000 € le mégawattheure d'électricité et ça a fait une facture pour la Suisse d'à peu près 30-40 millions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le solaire, c'est bien, mais effectivement, sans l'hydraulique, comme c'est prévu dans cette loi, avec des réserves obligatoires sous forme d'électricité hydraulique, pour justement venir en aide quand tout d'un coup, justement, on se retrouve avec cette situation qu'on a connue le 22 avril, eh bien, à ce moment-là, on se retrouvera nettement mieux paré
pour fournir de l'électricité à un prix tout à fait raisonnable à la Suisse que si on continue comme on le fait jusqu'à présent et que tout d'un coup, au dernier moment, on doit acheter de l'électricité à des prix forts. Après, quand j'entends Mme Zanger dire que oui, mais finalement, le solaire, ça ira très bien, mais il y a quand même quelque chose qui m'a fait un petit peu tiquer. Aujourd'hui, j'ai lu un article du journal suisse alémanique Tagesanzeiger dans lequel Vera Weber, donc directrice de Mme Zanger, disait que oui, alors le solaire c'est très bien, mais visiblement elle a quand même reconnu que, ouais, bon, pour l'hiver, ouais, ok, mais oui, bah, pour le stockage saisonnier, on pourra utiliser des batteries qui vont bien venir. Ah, moi je suis ingénieur, moi les batteries de stockage saisonnier, je ne les connais pas. Je ne suis pas au courant que dans la recherche, il y aurait quelque chose qui va dans cette direction, mais visiblement, c'est un petit peu comme le nucléaire, on est contre la loi, mais ce qu'on propose, ça ne va pas être disponible demain. Donc moi, je m'interroge pour la population, pour notre économie, pour le tourisme, pour les hôpitaux. Si on n'arrête pas de proposer des choses qui n'existent pas, comment est-ce qu'on veut rester crédible vis-à-vis de la population? On va interroger Mme Zanger. Merci. Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce que ma chef a dit dans le Tagesanzeiger aujourd'hui, parce que je n'ai pas lu l'article, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre exactement sur ce qu'elle a voulu dire ou ce qu'elle a dit. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce que je dis, c'est qu'en utilisant le potentiel solaire existant sur les toits et infrastructures existantes, on peut couvrir largement nos besoins en électricité aujourd'hui et probablement aussi en 2050. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va miser uniquement sur le solaire, il y a encore l'hydraulique qui produit, comme on l'a entendu, plus de 30% de notre électricité. Et on dit qu'on ne peut rien faire si on n'autorise pas l'augmentation encore de l'utilisation du potentiel hydraulique en Suisse. Tout va se casser la figure, mais j'aimerais juste rappeler que le potentiel hydraulique, il est utilisé à 95%. Donc on parle de détruire des biotopes, d'assécher des plaines alluviales, d'utiliser des marges proglaciaires, donc de gravement porter atteinte à la nature dans des endroits qui sont vraiment intacts et qui ont besoin de l'eau pour augmenter de 5% le potentiel hydraulique. Donc pour moi, ça c'est un vrai problème. Maintenant, l'autre chose, c'est que la loi actuelle, elle permet la construction de parcs éoliens. Elle permet la construction de parcs solaires. Elle permet toutes ces choses, simplement. Il y a des garde-fous très clairs. La pesée des intérêts doit être faite par les tribunaux. Elle n'est pas faite dans la loi, parce qu'actuellement, la loi, elle dit la production d'énergie l'emporte sur tout autre intérêt, alors que actuellement, jusqu'ici, cette loi, elle disait simplement que c'était important de produire de l'énergie, mais elle laissait aux tribunaux, aux autorités locales qui connaissent les projets locaux, au cas par cas, de regarder si la balance des intérêts est faite correctement, si la protection de la nature doit l'emporter. Récemment, il y a eu un arrêt du tribunal fédéral sur un projet éolien. Donc le tribunal fédéral, jusqu'ici, il était plutôt favorable au projet éolien. Il disait simplement que, vu la stratégie 2050, pour la production d'énergie, ça valait la peine de construire ces projets éoliens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a déjà qui ont vu le jour. Mais là, récemment, il a rendu un arrêt en disant non, le canton et les communes n'ont pas fait correctement leur travail. Ils n'ont pas examiné tous les tenants et aboutissants du point de vue écologique de ce projet. Donc, il renvoie le projet à l'expéditeur en disant vous devez faire des mesures d'investigation supplémentaires pour être sûr que les atteintes ne sont pas trop graves par rapport à l'intérêt à produire de l'énergie. Ça, c'est supprimé par la loi. Madame Weber, justement, le risque, on a parlé au tout début du débat de ces biotopes, etc. Mais c'est un risque qu'on entend soulever aujourd'hui par la Fondation Franz Weber. Alors c'est un risque qui soulève. Maintenant, je ne sais pas où dans la loi il voit ce risque. Encore une fois, je vous ai lu l'alinéa tout à l'heure qui dit clairement qu'il faut tenir compte des biotopes au niveau cantonal quand on fait la planification directrice. Mais tout comme il faut le faire quand vous planifiez une zone industrielle, c'est pas différent. Pardon. Vous en tenez compte déjà actuellement. Après, quand j'entends qu'on va assécher des plaines alluviales. Alors ça, si c'était le cas, franchement, je serais contre la loi. Mais là aussi, ça a été dit plusieurs fois dans les débats, c'est protocolé, n'importe quel juge peut aller revérifier. Il ne s'agit aucunement d'assécher quoi que ce soit. Et ce qu'on a autorisé, la petite ouverture qu'on a faite, c'est que si vous avez un glacier qui recule à cause du réchauffement climatique, bien entendu, pas naturellement, et que devant, il laisse ce qu'on appelle une marge proglaciaire, c'est-à-dire un endroit où vous avez de l'eau qui reste, vous pouvez utiliser ce biotope pour autant qu'il n'ait pas été classé avant le 1er janvier 2023, sinon c'est fichu aussi,
pour éventuellement produire de l'électricité. Donc franchement, je crois qu'on a vraiment réussi à faire un excellent compromis avec les associations de protection de la nature. Maintenant, moi, ce que je constate surtout au niveau des arguments, c'est qu'au fond, on parle qu'on veut protéger la nature, mais ce qu'on veut surtout, c'est plus la moindre éolienne et on veut protéger le patrimoine. Alors, c'est un autre débat, on peut l'avoir, mais il ne faut pas dire qu'on veut protéger la nature quand au fond, ce qu'on veut protéger, c'est le patrimoine. Mais est-ce que je n'ai pas du tout dit ça? À aucun moment je dis ça. Nous, on veut protéger la nature. Il y a notamment, mais c'est un exemple, l'article 12 de la nouvelle loi qui prévoit effectivement qu'on peut construire des projets hydrauliques dans les zones alluviales, ces énergies de marge progressière, et puis de déroger aux débits résiduels, ce qui veut dire qu'on peut enlever l'eau de certains endroits, oui, parce qu'on réduit le débit résiduel, ce qui fait qu'on peut réduire l'eau qui va couler dans des endroits où il y a des biotopes. Donc, le résultat, c'est qu'on a un affaiblissement grave de la protection de la nature pour les projets hydrauliques, pour les projets éoliens et pour les parcs solaires alpins. Et donc moi, j'ai jamais dit que ce qu'on voulait, c'était éviter toute éolienne dans la nature. En l'occurrence, les éoliennes, ça apporte un temps très grave à la nature, il ne faut pas se voiler la face. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un équilibre dans cette loi et qu'il y ait des garde-fous pour la protection de la nature. Vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle maintenant? On va faire un bon petit tour de débat avec les intervenants. Si vous avez des questions aussi à leur poser, ou sinon après en bilatéral aussi, peut-être s'ils sont encore là quelques instants. Et si vous voulez en plénière aussi poser des questions, n'hésitez pas à un intervenant ou à un autre. Ouais, une question peut-être monsieur en premier là. Est-ce qu'on peut avoir une explication de l'article 3 qui concerne les objectifs de consommation? L'article 3. Oui, vous voulez quoi comme explication? Les objectifs de consommation. Vous voulez une explication technique, scientifique, ou vous voulez une explication? Ça veut dire que concrètement, on devrait, je ne sais pas par quel moyen, baisser notre consommation de 43%. J'ai de la peine à imaginer Alors, comment ça peut se faire. c'est effectivement ce que dit la Fondation Franz Weber, c'est que nous aussi, on aimerait bien qu'il y ait cette baisse de consommation, c'est tout à fait louable. Et puis, on nous dit souvent qu'il y a cet objectif dans la loi, donc que la loi ne se base pas seulement sur toujours produire plus, mais aussi sur réduire la consommation. Mais en réalité, comme vous le soulevez, il n'y a aucune mesure dans la loi qui peut mettre en œuvre cet objectif de réduction. C'est non contraignant finalement. C'est pas non contraignant, il n'y a pas de mesure concrète, donc on ne sait pas comment ça sera. De votre côté, vous croyez que c'est Non, moi je suis pas d'accord. Bon, il y a marqué le droit. Donc, on a l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a, de façon un peu absurde, interprété un article, mais quand il y aura marqué le droit, on tend le bâton pour se faire battre si on ne respecte pas. Donc, je pense que, alors là, il y a une réduction, en fait, 43% c'est l'énergie, 13% c'est l'électricité. Peut-être que c'est faisable. On voit une baisse les récentes années. Ce qui est plus inquiétant par rapport à ça, c'est qu'en fait, ceux qui sont responsables sont les distributeurs d'électricité. Et alors, quel pouvoir on va leur donner si ces chiffres ne sont pas respectés, j'ai aucune idée, mais on entrouvre une porte que je trouve dangereuse qui va permettre aux distributeurs de contrôler le comportement des consommateurs. Mais par rapport au droit, c'est surtout l'article 2 qui dit qu'on doit produire 35 Tera en 2035. Énergie renouvelable, énergie hydraulique non comprise, c'est-à-dire multiplier par 6 l'énergie solaire ou éolienne, et il y a marqué doit. Alors, je suis absolument convaincu qu'on n'y arrivera jamais. 35 Tera en 2035, c'est dans 10 ans, quand on parle de la durée des procédures et des projets. Et là, je ne sais pas ce qui passera quand on arrive en 2035, et c'est de toute façon pas respecter ces 35 Tera. Je relance peut-être de ce côté-ci, c'est utopique d'arriver à ces chiffres-là. Non, mais ce qui est vrai, c'est que la consommation, elle a diminué un petit peu en 2023. On a diminué, Blaise Méli l'a dit, de 1,7% la consommation. Et je pense qu'avec des systèmes qui sont encouragés par cette loi de stockage, si on arrive, on n'a pas les solutions miracles aujourd'hui, mais c'est en développement aussi, de collectivités électriques locales pour produire au bon moment et consommer sans devoir importer, exporter avec des très grandes distances, avec des tarifs dynamiques aussi qui sont prévus dans cette loi, d'essayer d'encourager de consommer quand on produit, la nuit pour faire des machines à laver par exemple, ce genre de choses, et pas tout le monde au même moment et devoir importer l'énergie de l'étranger, et puis avec les réseaux intelligents.
aussi aujourd'hui de détecter à quel moment il y a les besoins, à quel moment il faut produire et de faire coordonner l'offre, la demande. Tout ça, j'en ai parlé aussi avec certains distributeurs, on en a parlé en séance de groupe. Et ben, il y a cet encouragement à toute cette innovation. Moi, je suis convaincu ni par la décroissance, ni par les taxes, d'ailleurs il n'y en a pas là-dedans, mais par ces innovations qui permettront on va vers plus de demandes au niveau des véhicules, au niveau des pompes à chaleur, etc., mais avec des réseaux intelligents, avec des systèmes de stockage, avec des tarifs aussi qui incitent à consommer au bon moment, et puis à réduire au final effectivement la consommation et à plus consommer n'importe comment, mais à s'adapter un petit peu à la production. Et je pense que c'est un des objectifs vraiment de cette loi. Voilà. Une précision, Mme Weber. J'aimerais juste ajouter que les 20 dernières années, la production d'électricité en Suisse est restée plus ou moins stable, alors qu'on a augmenté la population d'1,5 million. Pourquoi? Et ça, malgré les pompes à chaleur, les voitures électriques et tout ça, la consommation électrique reste à peu près stable. Parce qu'en plus de tout le volet qui a été expliqué par M. Camerzin, il y a encore tout le volet d'augmentation de l'efficacité des appareils. Et pourquoi? Il y a une différence entre électrique et énergétique. Alors là, c'est un petit peu technique, mais si vous voulez, quand vous avez une voiture qui a un moteur de combustion, cette voiture est nettement moins performante, efficace qu'une voiture avec un moteur électrique. Donc, si vous avez besoin on va dire, de mettre 3 kWh d'énergie dans une voiture thermique, pour faire la même distance avec la voiture électrique, vous aurez besoin de mettre qu'un seul kWh d'électricité, parce que justement, il y a un gain d'efficacité. C'est une autre question. Oui, monsieur. Oui, merci. J'ai entendu au début de l'introduction de ce débat que gouverner, c'était prévoir. Alors, gouverner, c'est prévoir, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, j'ai aussi entendu qu'aujourd'hui, on était en autonomie à peu près entre 7 et 8 jours hiver, et l'objectif étant d'arriver à 28 jours. C'est ce qui est ressorti dans l'introduction du débat. J'ai aussi entendu, vous, madame la représentante de la Fondation Weber, en disant, oui, il y aura certainement des solutions qui vont arriver, techniques. Aujourd'hui, je reviens un petit peu en arrière. Aujourd'hui, dans les années 40, 50, gouverner, c'est prévoir. Si nos ancêtres n'avaient pas imaginé la construction des barrages dont on dépend aujourd'hui, on en serait où aujourd'hui? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on voit les tensions politiques, géopolitiques qui se passent aujourd'hui à travers la planète, de dire, prenons des mesures aujourd'hui, c'est vrai, le nucléaire, dans 30 ans, 50 ans, il y aura une technologie. Mais aujourd'hui, je crois qu'on vit avec cette loi un élément de moyen terme pour pallier à ce que la technologie va nous amener aujourd'hui. Quand j'entends M. Mehdi en disant le nucléaire, oui, mais uniquement quand on voit les procédures qui sont. Je viens de traverser, je finis Compostelle, j'ai traversé l'Espagne entière à la marche. J'ai vu toutes les éoliennes qui étaient là. Mais finalement, ça s'est intégré dans le paysage. Et nous, les Suisses, si on veut garder cette autonomie de 28 jours, parce que c'est peu 28 jours. On a vu le tollé qu'on a eu avec l'augmentation des prix d'énergie ces derniers temps, donc on est vite fragilisé. Les extrêmes, c'est jamais bon. Et je pense que cette loi, à mon avis, cette loi, elle trouve à court, moyen terme, une possibilité. Alors maintenant, je n'ai pas entendu à travers vous, qu'est-ce que vous proposez? Je ne crois pas peut-être que le solaire des toits va permettre de combler et de remplacer cette autonomie. Qu'est-ce que vous proposez dans les 5 à 10 ans pour être clair, pour renforcer cette autonomie? Je vais faire très très court. Juste une petite réponse par rapport au salaire. C'est pas moi qui invente des chiffres. Moi, je suis avocate, je ne suis pas ingénieure, comme on l'a fait remarquer. C'est pas moi qui invente les chiffres. Les chiffres que je vous donne, c'est ceux de l'Office fédéral de l'énergie. C'est seulement quand j'ai entendu dans les procédures, dans les assemblées des copropriétaires, quand on sait qu'il faut l'unanimité et puis qu'il y a des blocages parce qu'il y a des problèmes des investissements aussi. Il n'y a pas partout des fonds de rénovation qui font que. Donc aujourd'hui, il faut garder l'ensemble dans un contexte d'ensemble. Voilà. Et ma question, c'est de dire comment vous voyez dans les 5 à 10 prochaines années l'évolution en voulant obtenir les 28 jours d'autonomie. Je pense que ce chiffre, il donne une fausse image. C'est-à-dire qu'en Suisse, nous produisons actuellement, l'année passée, 10 à 12 téras en plus que ce que nous avons consommé
il y a comme notre production, comme la consommation elle est plus concentrée en hiver, on a une période où on dépend légèrement de l'étranger, puis on a le reste de l'année où on fournit à l'étranger. Okay. Donc il y a une forme d'interdépendance, et sur le dernier hiver, c'était 1 mois et demi à peu près, on a dépendu de l'étranger légèrement. Donc le problème, je vous le dis franchement et j'assume, je pense qu'à court terme et à moyen terme, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. On a paniqué sans raison. On a paniqué sans raison. On a eu des augmentations d'électricité. Alors, 67. tout à fait, ok, tout à fait. Alors pourquoi? Parce que l'Allemagne est sortie du nucléaire et l'électricité marginale, pour arriver à produire assez, elle était basée sur du gaz. Et l'Allemagne avait des accords avec la Russie à importer le gaz russe. Du jour au lendemain, ils ont coupé le gaz russe. La Suisse a fermé Mühleberg, parce qu'il y a aussi 3 téras, donc on a perdu 5% du total, qui est importé en hiver, énergie de ruban, et il y a eu un moment de panique. Maintenant, les prix sont beaucoup redescendus. Par contre, pas au niveau du consommateur. Alors tout à fait, ça c'est scandaleux, tout à fait, mais ils doivent redescendre. Le marché spot, il a complètement chuté. Donc, il y a un problème avec Oiken, avec les autres entreprises aussi, mais d'ailleurs Oiken appartient entièrement aux communes. Hein. C'est aux communes à régler le problème s'ils considèrent qu'il y a un problème. Mais effectivement, le consommateur, pour l'instant, c'est le pigeon dans l'affaire. Ensuite, la question de monsieur. Mais sur le court terme, on continue la même chose. C'est-à-dire que aussi sur le solaire, on est en train d'ajouter 1 téra par année. Donc les Suisses construisent, vous voyez les toits qui se couvrent de panneaux solaires. On a la production solaire qui augmente. On a eu aussi le problème, pour revenir sur le nucléaire français, en fait, M. Macron a décidé, dans sa première législature, il a un accord avec les écologistes, il a décidé de sortir du nucléaire, il a fermé Fessenheim, et il a arrêté d'entretenir les centrales. Alors effectivement, après, tout d'un coup, on est arrivé à l'hiver, et il y a la moitié des centrales qui étaient en panne. Maintenant, il a changé complètement d'avis la deuxième législature, et puis il a réinvesti dans le nucléaire, ils ont remis l'entretien. Cet hiver, la production nucléaire française était correcte. Et puis, ça a fait que l'Europe, c'est tout interdépendant, que l'Europe a eu des prix beaucoup plus bas. Donc, moi, le problème que je vois, c'est au moment où on devra fermer les centrales nucléaires, puisque dans la loi, on nous interdit d'en construire de nouvelles. Donc, on maintient pour l'instant les anciennes. Le nucléaire produit 1 tiers de l'électricité. Le jour où on doit fermer ce tiers-là, et en hiver, ça ne sera pas facile à remplacer, on aura effectivement les prix qui vont augmenter. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste attirer l'attention que dans cette loi, il y a plein de subventions qui sont prévues, des aides pour les entreprises pour produire l'électricité, mais on va les payer nous, parce que c'est des surcoûts sur le prix. Si vous regardez votre facture, vous payez le prix de l'électricité, puis vous payez non seulement pour le réseau, mais vous payez aussi pour les aides. Pas de taxes, mais des coûts, finalement, quand même. Alors j'aimerais juste préciser que les taxes ou coûts que mentionne M. Méli, en fait, c'est ce supplément sur le réseau de 2,3 centimes par kilowattheure qu'on paye déjà et qui va être prolongé jusqu'en 2035. C'était prévu qu'il va jusqu'en 2030 et il va être prolongé jusqu'en 2035. C'est la seule chose qu'il y a au niveau des coûts. Sinon, il n'y a absolument rien de plus. Et quand vous parliez de l'augmentation des prix et de Oiken et compagnie, la loi précisément sur laquelle nous allons voter prévoit un mécanisme qui oblige les entreprises telles que Oiken en Valais de fournir le consommateur avec l'électricité renouvelable dont il a la maîtrise des coûts, précisément pour que ce qu'on a vécu ne se reproduise pas, ou disons pour réduire le risque que ce qu'on a vécu se reproduise à l'avenir. Donc précisément pour le consommateur, cette loi elle a un gros avantage. Non, c'est l'électricité chère, qui coûte cher. Les parcs solaires alpins, les éoliennes sont de l'électricité chère. Comparé au nucléaire, par exemple, c'est de l'électricité chère. Oui. Mais il y a besoin des subventions assez massives pour les rendre. Parce que pour démonter une centrale nucléaire, il n'y a peut-être pas besoin de subventions. Le jour où on aura la transparence des prix, et on l'a demandé au Parlement, sur le nucléaire, je pense qu'on pourra rediscuter. Et une dernière question, peut-être, parce qu'il y avait encore quelqu'un qui levait la main, ou finalement. C'est tout bon. Alors, je passe peut-être encore une fois la parole et peut-être pour la fin au président des Verts libéraux. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé activement. On vous invite dans le hall à l'apéro à poursuivre la conversation. Puis je remercie les intervenants d'avoir pris le temps ce soir de venir jusqu'à ici pour débattre. Et on voit que c'était animé, donc je pense que ça valait la peine. Merci et excellente soirée.
Qui ont gagné